Bonjour, je suis Thierry Fraisse des éditions Calidor et je suis là pour parler de ma maison d'édition pour Sci Fantasy. Du coup, je suis Thierry Fraisse, je travaille dans le milieu éditorial. Je me suis intéressé à ce milieu assez rapidement, au collège, lycée, puis université évidemment, où j'ai fait des études de littérature. Et suite à ces études de littérature, j'ai eu un choix qui s'est offert à moi, c'est celui de faire des stages dans le milieu éditorial. J'ai fait pas mal de stages, notamment chez Sillage, chez Librio, chez Flammarion, chez Guilleminin. Et ça m'a amené à découvrir beaucoup de milieux éditoriaux différents, que ce soit de l'illustré, de la littérature, de l'image, des beaux livres. Voilà. Et à la fin de ces stages, j'ai dû faire un choix, donc à la fin de ces études, et je me suis orienté vers la bande dessinée. La bande dessinée de jour, que je pratique avec Urban Comics. Et à côté de ça, j'ai découvert et développé vraiment ma passion, qui est le milieu de l'imaginaire en littérature. Et j'ai développé les éditions Calidor, que je continue de développer, évidemment, mais de façon nocturne, puisque je travaille la nuit. J'ai tout de suite voulu me lancer dans le milieu éditorial, mais en imaginaire, parce que vraiment c'est ce qui me porte, moi, et ce qui me tient à cœur depuis que je suis tout jeune. Et je me suis rendu compte, notamment à l'université, qu'il y avait pas mal d'auteurs et d'œuvres de l'imaginaire, et notamment de la fantasy, qui est vraiment un secteur que j'apprécie particulièrement, qui n'étaient pas développés en France. C'est-à-dire que faute de traduction, faute de connaissances, la fantasy étant arrivée sur les rivages français à partir des années 80-90, on n'a pas eu l'occasion de développer les précurseurs, les pionniers de la fantasy. Et du coup, de ce constat est née l'idée de créer ma maison d'édition, qui s'appellera Calidor, donc, autour de ces précurseurs de l'imaginaire, des précurseurs de la fantasy, que j'ai eu envie de mettre en avant. Donc c'est pour ça, la raison principale pour laquelle j'ai créé Calidor, c'est vraiment parce que j'avais trouvé dans le paysage éditorial français un manque, et que je voulais combler ce manque en mettant en avant des auteurs et des œuvres qui sont d'importance aujourd'hui également, pour des auteurs aujourd'hui comme Neil Gaiman, qui est très influencé par Hope Mirrlees, comme Robert Silverberg, qui a été très influencé par Walter Delamare, etc. Donc à travers ces notions d'influence, quelque part, j'ai voulu remettre en avant les précurseurs du genre. J'ai créé Calidor en 2011, j'étais en 3e année de fac à l'époque, et j'avais vraiment cet intérêt pour l'édition, la publication, et je voulais montrer aussi que moi aussi j'avais quelque chose à mettre en avant. Et ce que je voulais mettre en avant, c'était justement, dans un premier temps, les précurseurs de la fantasy, mais je ne savais pas tellement par quel angle le prendre. Du coup, j'ai commencé en me disant, je vais commencer par un titre que j'estime avoir un certain potentiel commercial, pour voir ce que je peux donner dans le milieu éditorial, connaître certaines personnes, etc. Parce que moi, je venais de faire un stage aux éditions Sillage et rien de plus. Du coup, je me suis lancé avec une traduction, celle de Sweeney Todd, de James Malcolm Reimer, qui est un titre qui date du milieu du 19e siècle et qui n'avait jamais été publié ni traduit en français. Du coup, à cette époque, j'ai contacté un traducteur et on a publié cet ouvrage en mai 2011 tous les deux. Et parce qu'à l'époque, il y avait au Châtelet, au théâtre du Châtelet, donc la pièce de théâtre, la comédie musicale en fait, de Sweeney Todd qui se jouait, qui venait de Londres et qui se jouait à ce moment-là, donc c'était le moment opportun, parfait. Et du coup, je me suis lancé comme ça avec Calidor. Suite à ça, j'ai essuyé énormément d'écueils. Ça a été assez difficile de se lancer tout seul parce que j'étais auto-diffusé, auto-distribué, donc je faisais les libraires un par un en porte-à-porte. C'était vraiment pas évident et j'ai compris en fait ce qu'on attendait de moi dans le milieu éditorial, comment m'insérer plus facilement dans ce milieu-là aussi. Et j'ai attendu 4 ans, jusqu'à 2015, où là j'ai vraiment lancé l'âge d'or de la fantasy avec les œuvres que je voulais vraiment développer, c'est-à-dire les précurseurs de la fantasy. Donc les pionniers qui ont mis en place le genre à l'époque, à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et ce laps de temps de 4 ans m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a permis de comprendre le milieu éditorial, véritablement, de comprendre le fonctionnement de la diffusion, de la distribution, des libraires, etc. Et c'est grâce à ça que j'ai vraiment lancé la collection L'âge d'or de la fantasy avec Calidor. Calidor, c'est un mot valise. À la base, c'est calligraphie d'or. Et donc je l'ai rassemblé, ça fait Calidor. Et en plus de ça, il se trouvait que ça faisait cohérent par rapport à un personnage de Spencer, qui est un auteur anglais qui a édité The Fairy Queen au milieu du XVIe siècle, qui est un texte phare de la fantaisie anglaise. Et donc j'ai trouvé ça assez marrant finalement, et que la sonorité me plaisait.
de jouer sur cette espèce de mot valise calligraphie d'or, revenir à l'origine, calligraphie d'or, donc d'or pour le premier, donc l'origine, ça me plaisait, et du coup c'est parti sur ça, Calidor. La traduction, c'est quelque chose qui était très important pour moi à la base, parce que quand j'ai commencé vraiment l'âge d'or de la fantasy, je voyais que des ouvrages et des auteurs américains ou anglais. Pour moi, la fantasy, elle était née au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe, avec des auteurs anglais et britanniques donc, et américains. Et du coup, l'importance de cette traduction, elle était évidente pour Calidor. C'était l'un des premiers pans, il fallait absolument que la traduction soit béton. Donc je me suis entouré de bons traducteurs à l'époque, et j'ai continué comme ça à découvrir des auteurs précurseurs de l'imaginaire, et notamment de la fantasy. Et la traduction, elle est tellement importante pour moi que je me suis formé en tant que correcteur, avec Flammarion notamment, avec Sillage également, avec Hugues Munin, et j'ai mis cette formation de correcteur au service de mes ouvrages. Donc je faisais de la prépa de copie, c'est ce qu'on appelle donc le travail que l'on fait sur un document Word ou OpenOffice, où on corrige la traduction, mot à mot, etc., paragraphe par paragraphe, ce qui est très important, puis après sur épreuve, donc une fois qu'ils sont mis en maquette. Et cette notion de la traduction, elle est hyper importante parce qu'en fait, une traduction, ça permet aussi de faire revivre une œuvre. Quand les œuvres tombent dans le domaine public, on s'aperçoit que tout d'un coup, elles sont traduites dans le monde entier, pour certaines. Et c'est du coup un très très fort intérêt d'avoir un très bon traducteur pour rendre le style de l'époque, d'une part, parce qu'on n'écrivait pas en 1920 comme on écrit en 2020, pas du tout. Donc il y a ce style à respecter pour garder cette espèce de ton qui peut être suranné pour certains, qui peut être charmant pour d'autres. Et donc c'est pour ça que la traduction c'est vraiment au cœur du métier, en tout cas au cœur de Calidor. Et au-delà de la traduction, l'intérêt aussi c'était d'avoir toujours un appareil critique, même si le mot est un peu chargé aujourd'hui, mais une préface, une postface, un index, quelque chose qui donne du corps à l'œuvre et qui permette surtout de la situer. Situer l'ouvrage au sein d'un contexte historique notamment, le contexte de l'essor de la fantaisie du début du XXe siècle, mais situer aussi l'ouvrage par rapport à la modernité. C'est-à-dire que j'essayais toujours d'aller chercher des auteurs. Tout à l'heure j'ai cité Ludendrumm de Hopmirlies, il se trouve que c'est Neil Gaiman qui a fait la préface, donc j'ai cherché des auteurs qui ont une cohérence par rapport au titre, puisque Neil Gaiman, notamment dans son Stardust, mais aussi dans beaucoup de ses autres titres, a été très influencé par Ludendrumm. Donc voilà, j'ai été chercher des gens comme Robert Silverberg pour le Walter de la Mare, donc Les Trois Mâles à Mulgar, des gens comme Helen Kushner pour Le Serpent Robros, voilà, qui vont avoir une importance et montrer aussi l'importance de l'ouvrage, pour l'époque notamment, mais aussi pour leur écrit. C'est-à-dire que moi, ce que je mets en place, ce sont des classiques. Et pour montrer que ce sont des classiques, il faut un appareil critique qui donne un contexte historique, qui donne un contexte par rapport au genre de la fantasy, qui donne un contexte par rapport à la modernité. Et ce que je voulais également développer, c'était l'illustration. Donc l'illustration, c'était très important pour moi parce que j'ai fait beaucoup de petits travaux dans le milieu de l'image, et aujourd'hui je suis éditeur de bande dessinée. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup lier à mes deux travaux, donc la littérature et la bande dessinée, ou la littérature et l'illustration. Et j'ai tout de suite pensé à l'illustration parce que pour moi, les textes qui méritent le plus d'être illustrés, ce sont les classiques. C'est-à-dire qu'un texte moderne qui date de 2022 ou 2023, qu'on va faire paraître aujourd'hui, l'intérêt de le faire illustrer, il est moindre, parce qu'il n'a pas encore fait ses preuves. Alors que là, on fait appel à des textes qui datent de 1920, 1910, 1930, donc des précurseurs, et du coup, l'intérêt de les illustrer, il est bien plus important. C'est aussi de montrer que même des illustrations modernes peuvent convenir à ces textes-là, qui ont déjà un intérêt d'illustration en fait à l'époque. Et de montrer aussi que le genre de la fantasy est un genre qui est facilement illustrable, parce que c'est un genre facilement cinématographique, retransmis au cinéma, etc. Donc il y avait cette volonté de montrer que c'était les classiques qui devaient être illustrés d'une part, et aussi de montrer que on pouvait, malgré l'aspect assez ancien de certains titres qui ont plus de 100 ans, on pouvait faire des illustrations modernes et donc retrouver un public moderne sur ces titres-là. Alors moi je pense que oui, et c'est le pari que j'ai pris. Je pense que en fait, en remettant au goût du jour les anciens de la fantasy, de cette littérature-là, on peut aller chercher ce nouveau public parce qu'on se rend compte, notamment avec des titres comme Le Fort Intérieur,
que j'ai publié en 2020 et qui va connaître une nouvelle parution en mai 2023, qu'il y a cet engouement autour de cette littérature-là, et qu'on est en train de redécouvrir aussi un pan de notre histoire, qu'on a un peu oublié. C'est-à-dire que Le Fort intérieur, pour donner cet exemple-là, c'est une autrice, donc une femme qui s'appelle Stella Benson, qui a écrit ce livre en 1918 et qui l'a fait paraître en 1919, sur une sorcière londonienne qui va traverser Londres accompagnée d'une jeune femme qui est un peu perdue dans sa vie, un peu une militante mais qui ne sait pas vraiment ce qu'elle fait, qui est un peu paumée. Et en fait c'est une fantaisie très légère, même si elle parle de propos très difficiles parce qu'on est en pleine guerre mondiale à Londres. Et cette fantaisie elle est très largement féministe, très largement militante. Et du coup les lecteurs n'ont aucune difficulté, les lecteurs et les lectrices, aucune difficulté à se retrouver au sein de cet ouvrage-là. Et il y a même ce ton qu'on est en train de redécouvrir un peu aujourd'hui avec cette modernité, qu'on croyait tout nouveau, et en fait dont on se rend compte qu'il existait depuis très longtemps. On se rend compte qu'il y a ce combat aussi féministe qui se passe depuis très longtemps, au début du XXe siècle, voilà, en Angleterre, en France, etc. Donc ça c'était un exemple parmi tant d'autres, mais il y a cette facilité qu'on a aujourd'hui de se retrouver dans cette œuvre-là. Après, l'autre possibilité aussi, c'est de voir qu'un tel comme Lovecraft a été influencé par d'autres ouvrages, notamment de Robert Chambers, Le Roi en jaune, notamment de Abraham Merrick, Les habitants de Mirage, et de se dire, mais qu'est-ce qui a amené Lovecraft à faire cet univers de l'indicible? Qu'est-ce qui a amené Lovecraft à développer ces dieux tentaculaires incroyables? Et on se rend compte que ces dieux tentaculaires, cet univers indicible, il était déjà développé à l'époque, à la fin du 19e, au début du 20e avec Abraham Merritt, avec Robert Chambers, avec Arthur Machen, donc des auteurs très importants à l'époque, et qui le restent aujourd'hui, puisqu'on se réclame encore de Lovecraft, on se réclame encore de Robert Chambers. Robert Chambers avec Le Roi en jaune, il a donné lieu à une adaptation pas tout à fait sur le même registre, mais voilà, True Detective, la série avec Arthur McConnell, qui est largement influencée par Le Roi en jaune. Donc en fait, l'idée c'est d'aller chercher les ouvrages qui ont marqué l'univers de la fantasy, l'univers du fantastique, l'univers de l'imaginaire de façon générale, et de voir comment se fait-il que certains auteurs s'en réclament encore aujourd'hui. Et en fait de voir qu'ils sont tout à fait modernes. Ils ont gardé cet aspect moderne qu'on peut trouver dans les lectures de 2022-2023. En fait. Donc il y a un aspect vieillot par le style, il y a un aspect vieillot, c'est un peu dur, c'est un aspect ancien, on va dire, singulier par le style, à travers notamment les Trois Mâles à Mulgare. On en parlait la dernière fois sur Sci Fantasy avec le traducteur Maxime Ledin. On a un style très particulier dans les Trois Mâles à Mulgare, un style vraiment que l'auteur a inventé. Il a mis en place une langue en fait. Et cette langue-là, elle a beau dater de 1910, elle a quand même un intérêt aujourd'hui. Et il y a plein de nouveaux lecteurs qui m'ont envoyé des mails en me disant mais comment se fait-il que cet ouvrage-là, on n'en ait jamais entendu parler? Et en fait, si, on en a entendu parler, à travers des auteurs, mais on l'avait jamais connu traduite en français, à travers des auteurs comme Robert Silverberg, qui a écrit d'innombrables collections de SF et de fantasy, qui a fait le cycle de Magipour notamment, qui a fait le cycle de Valentin, etc. On en a entendu parler également à travers Richard Adams, qui a fait Watership Down. Watership Down qui a été publié en 1972 et qui a été redécouvert dans les années 2010-2020 par Toussaint Louverture. Voilà, on est toujours sur cette littérature ancienne qui peut rester un peu dans un coin de bibliothèque complètement oublié, et qui, quand certains éditeurs se mettent à les remettre en avant, on se dit tiens, comment ça se fait qu'on avait oublié ça? Et en fait, on les avait pas vraiment oubliés. C'est-à-dire que nous, Français, on les avait pas bien connus, mais à côté de ça, les Américains, les Anglais et certains éditeurs, ou plutôt auteurs français, s'en réclament encore aujourd'hui. Donc quelque part, il y a un intérêt, d'une part évidemment pour le genre, d'autre part historique, et surtout de se dire, cette littérature, elle n'est pas si récente que ça. Et on la connaît, mais on l'avait un peu oubliée. Je continue à mener Kalidor comme je peux depuis 2011. Et puis surtout, j'ai fait une rencontre, enfin j'ai fait énormément de rencontres évidemment, mais j'ai fait une rencontre très, très importante et très marquante en 2021, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer Stéphane Carrière. Stéphane Carrière qui est à la tête des éditions Anne Carrière et du collectif Anne Carrière, et qui m'a demandé si je voulais le rejoindre au sein de ce collectif. Et en fait, en rejoignant le collectif Anne Carrière, j'ai eu accès à une diffusion et une distribution beaucoup plus large, beaucoup plus importante, puisque je suis diffusé par Média Diffusion, et ce qui me permet de profiter de beaucoup de points de vente, que ce soit en Belgique, en Suisse, au Québec ou en France.
et donc d'avoir forcément une enveloppe un peu plus large aussi en termes de finances. Ce qui est très intéressant quand on développe de la fantasy, c'est que en fait, moi j'ai pu mettre cet apport-là, notamment sur tout ce qui est qualité graphique, qualité d'impression, etc. Donc les titres de 2022 ont un gap forcément avec les titres plus anciens, puisqu'il y a une différence au niveau du graphisme, et une différence que j'ai voulu mettre en avant à travers cette collection de l'âge d'or de la fantasy, où maintenant on joue beaucoup avec la dorure, on joue beaucoup avec les illustrations comme je le faisais avant, mais peut-être plus présentes encore, avec l'appareil critique et le graphisme d'intérieur aussi très soigné, et ce qui m'a permis également de lancer une nouvelle collection qui s'appelle Collector, et dans laquelle j'ai voulu mettre en avant des œuvres toujours du passé, mais également des illustrateurs aussi du passé qui avaient été un peu oubliés. Et donc en 2022, j'ai fait paraître 2 titres dont je suis très très fier d'un point de vue graphique, d'un point de vue de beau livre, mais aussi d'un point de vue éditorial tout simplement, que sont Le Roi en jaune d'une part, de Robert Chambers, qui a été lui illustré par Samuel Araya, et Salammbô, l'un de mes titres, l'un de mes romans favoris, de Flaubert, illustré celui-ci par Suzanne Raphael-Lagneau. Donc 2 titres qui me tenaient beaucoup à cœur, parce que Salammbô, moi j'ai grandi avec, notamment c'est ma prof de français de 3e qui m'avait demandé de le lire, donc évidemment toute la classe, et ça a été très très difficile en 3e. Vraiment, je me suis fait les dents dessus, mais c'était vraiment pas évident. Et je sais pas pourquoi, mais c'était un titre qui m'avait marqué. Il y a quelque chose qui résonnait en moi, c'était vraiment pas évident à lire à l'époque, mais voilà, je suis revenu à ce titre bien des années plus tard, et j'ai trouvé que c'était absolument magnifique, d'une part, parce que c'est Flaubert évidemment, mais surtout que c'était sans doute l'un des premiers prototypes de proto-fantasy en fait. Donc on a cette volonté de la part de Flaubert de s'inscrire dans le roman historique, mais avec ces dieux, avec cette Carthage fantasmée, on retrouve finalement une sorte de fantasy, d'heroic fantasy, de high fantasy, un mélange des deux, avec cette volonté de la part de ce mercenaire d'aller chercher la fille d'Hamilcar qui est Salammbô. Et en fait, il se trouve que j'ai trouvé des illustrations de Suzanne Raphael-Lagneau qui datent de 1928 et qui m'ont absolument... que j'ai absolument adoré, et je me suis dit, mais c'est l'occasion de mettre en avant cet ouvrage à nouveau, mais dans une collection un peu plus luxueuse, parce que nous, en France, on a cet apport-là, qui est un apport du début du XXe siècle, un héritage qu'on avait de bibliophilie, et qu'on a peu à peu perdu. Et en fait, je me suis rendu compte que la seule façon de consommer ou de lire un classique aujourd'hui en France, c'était à travers un livre de poche ou sur Internet, sur des sites comme gutenberg.com, où on peut lire des ouvrages gratuitement et en poche à moins de 10 euros. Donc c'est très intéressant pour connaître l'ouvrage, évidemment, pour la propagation de ces classiques-là. Mais il n'y a pas, malheureusement en France, d'éditeurs, ou alors il y en a très très peu, qui mettent en avant ces classiques à travers de belles éditions illustrées. Et moi je me suis dit, en fait, Collector, ce sera ça. Ce sera vraiment la possibilité de montrer que la littérature classique, donc avec Flaubert, avec d'autres auteurs comme ça, ça peut aussi donner lieu à des très très beaux livres, des livres cadeaux, des livres objets, en fait, qu'on a envie de feuilleter, qu'on a envie d'avoir chez soi, qu'on a envie d'offrir aussi à ses amis et ses parents. Enfin, voilà, il y avait quelque chose comme ça, et Salammbô, pour moi, c'était le livre parfait, parce que il y avait non seulement cet apport vis-à-vis de ma ligne éditoriale et de l'âge d'or de la collection, de la fantasy, pardon, parce que c'est un peu de la fantasy quelque part, et voilà, il y avait cette volonté-là, et puis c'était un de mes titres préférés. Et puis à côté de ça, il y a Le Roi en jaune de Robert Chambers, Le Roi en jaune qui est un titre phare de la fin du 19e siècle, l'un des précurseurs du fantastique horrifique, on va dire, qui a énormément influencé Lovecraft. Et il se trouve que Samuel Araya, donc auteur sud-américain, avait fait une toute petite édition, avait fait une très très belle édition dans une toute petite maison d'édition aux États-Unis. Et du coup, j'ai été chercher les éditions de Samuel Araya, qui a fait un travail juste colossal pour cette œuvre-là, et qui a mis en avant plusieurs occurrences différentes de ce roi en jaune qui revient à travers une nouvelle de Robert Chambers. Et voilà, j'ai pu faire paraître donc, cet ouvrage dans la traduction de Christophe Thiel, qui est en plus une superbe traduction, avec les illustrations magnifiques, je trouve, de Samuel Araya, et toujours avec un graphisme extrêmement soigné,
Donc je voulais pas montrer forcément sur Salammbô, mais là ça se voit énormément sur ce titre-là. Je vais essayer de vous montrer l'apport aussi du graphiste qui est Cyril Terrier, qui a fait un travail sublime à travers des cadres en fait, qu'on retrouve au sein de l'ouvrage, cadres qu'on retrouve également au sein de la couverture, puisqu'il y a cette dorure là qu'on a mis en avant pour justement mettre en avant l'illustration derrière de Samuel Araya, qu'on retrouve que ce soit en C1, en C4, voilà, avec cette volonté d'avoir un dos toilé, qui a un papier de qualité qui s'appelle le Bucram, et des marquages au fer à chaud. Voilà. Donc voilà, cette collection-là s'appelle Collector, pardon. C'est une collection qui met en avant les classiques de la littérature, de tous horizons, finalement, de la littérature générale avec Salammbô, de la littérature plus de l'imaginaire avec Le Roi en jaune. Et l'idée, c'est de continuer avec cette collection tous les ans, de revenir avec 1 ou 2 titres pour la fin de l'année, au moment des fêtes, finalement, et d'aller chercher, soit dans le passé, des œuvres vraiment qui ont marqué, donc les classiques, soit des illustrateurs modernes comme Samuel Araya, ou plus anciens, comme Suzanne Raphaël Lagneau, qui ont un peu été oubliés, et que moi j'ai, comme pour les titres de l'âge d'or de la fantasy, envie de faire ressurgir un peu du passé et de remettre en avant dans les librairies. Et l'âge d'or, du coup, il y avait cette volonté depuis le début, c'était vraiment de mettre en avant des ouvrages classiques et de les illustrer. Et depuis 2022, j'ai vraiment fait un petit step-up en termes de charte graphique, et j'ai mis en avant des titres, notamment dans une collection sous un label qui est celui de label Anniversaire. Et ça, c'était le premier, c'est donc Le Serpent Ouroboros, qui a eu un petit succès, même un beau succès, qu'on doit notamment, je pense, à l'aspect graphique d'une part, mais aussi aux stickers. Stickers qu'on retrouve sur chacune des parutions de cette collection maintenant, et qui montrent à quel point cet ouvrage a été influent sur certains auteurs. Donc là, on revient justement cette année avec Edison, puisque en avril, le 28 avril, paraît Maîtresse des maîtresses, donc le nouveau titre d'Edison qu'il a édité 13 ans après Le Serpent Ouroboros, et qui est traduit par Patrick Marcel, illustré à nouveau par Émilie Martin, toujours dans ces illustrations très, très proches de la gravure, très, très intéressantes aussi par rapport au texte, parce qu'elles apportent quelque chose, une certaine modernité d'une part, mais aussi un ancrage quelque part dans le réel, donc très intéressant. Et toujours dans cette approche-là d'avoir une volonté de mettre en avant un titre à travers ces illustrations, mais aussi de la dorure et une fabrication, voilà, quelque chose de très soigné qui met en avant l'ouvrage. Et qui fait de ce livre une sorte de livre-objet, de beau livre, qu'on peut non seulement s'offrir, mais aussi offrir aux autres. Donc voilà pour Edison, en tout cas, qui marque vraiment cette collection, qui est important. L'année dernière, en 2022, j'ai également fait paraître Les Habitants du Mirage. Habitants du Mirage, donc cette fois avec un sticker de Lovecraft, puisque Lovecraft, très très influencé par Abraham Merritt, qui a vraiment été très important pour son développement. Il a même eu la chance de rencontrer Merritt un peu tardivement, à la fin des années 30. Enfin au milieu des années 30 plutôt, et il lui avait dit que voilà, ces nouvelles, notamment Le Gouffre de la Lune, avait été quelque chose de très important pour lui en tant qu'auteur. Donc j'avais vraiment à cœur de mettre en avant Abraham Merritt, et notamment parce que Abraham Merritt également a été illustré par Virgil Finlay. Virgil Finlay qui est un illustrateur, je pense le plus grand illustrateur des pulps américains, clairement, du début du XXe siècle, donc hyper important aussi pour l'illustration de ce côté-là. Et en fait, moi je suis en contact avec les ayants droit, les héritiers directement de Virgil Finlay, qui m'ont donné accès à ces œuvres et qui m'ont permis justement de mettre en avant leur ancêtre, enfin leur grand-père en l'occurrence, à travers cet ouvrage-là. Et je compte bien revenir en fin d'année et l'année prochaine également avec d'autres titres d'Abraham Merritt, toujours illustrés par Virgil Finlay, parce que c'est un duo qui a été assez pérenne jusqu'à la mort de Merritt, et même au-delà, puisque Virgil Finlay a illustré des œuvres de Merritt après la mort de Merritt dans certains magazines. Et puis la première nouveauté de 2023, ça a été Les Trois Malamulgars de Walter de la Mare. Et là, je marque un temps, parce que Les Trois Malamulgars de Walter de la Mare, c'est un titre vraiment impressionnant et tout à fait singulier. C'est un titre qui est paru en 1910 en Angleterre. C'est le deuxième roman, il me semble, de son auteur. Et c'est une fantaisie animalière. Donc déjà, c'est assez rare quand on parle de ça, mais c'est d'autant plus rare pour l'époque,
même si voilà, il y a d'autres textes qui font référence à ce genre de fantasy-là à cette époque-là, notamment le livre de la jungle, qui est un peu plus ancien, mais qui a une importance vraiment capitale, je pense, pour l'histoire de la fantasy, parce que elle a traversé tout le XXe siècle, à travers des éditions anglaises, américaines, etc. Et elle a continué de nourrir et d'influencer les œuvres d'auteurs très très importants de l'imaginaire et de la fantasy. Je parlais tout à l'heure de Robert Silverberg, ça a été le cas. Je parlais également de Richard Adams, qui signe donc là le sticker, dans lequel il dit « Un tel chef-d'œuvre constitue pour moi une lecture d'une importance capitale. Il m'a ouvert les yeux. » Donc qui montre à quel point Walter de la Mare a été influent pour ces auteurs-là, et qui est une petite pièce de littérature tout à fait singulière et qui mérite vraiment qu'on s'attarde dessus, parce que c'est la quête de trois petits singes qui vont à travers la forêt. Donc, ils sont en plein milieu de l'Afrique en fait, mais c'est une Afrique qui est enveloppée de neige, qui est complètement glaciaire. Donc il y a une sorte de trahison de la part de l'auteur vis-à-vis de cette contrée, puisque on s'attend à trouver en 1910 une Afrique un peu coloniale, etc. Et en fait pas du tout. On arrive au milieu de l'Afrique, qui est complètement enveloppée par la neige, et on a ces trois petits singes qui vont devoir quitter leur foyer pour partir à travers la forêt qu'ils connaissent très mal, ou très peu, chercher leur père. Chercher leur père qui est parti, lui, retrouver les valets de son frère, le prince Assassimon, et qui est parti donc très très loin de leur foyer. Et en fait, à travers cette quête héroïque, quelque part, des trois petits frères, trois petits singes, ils vont faire énormément de rencontres, ils vont faire écumer beaucoup d'embûches sur leur chemin. Et c'est vraiment quelque chose qui a été très marquant au début du XXe siècle, notamment pour deux auteurs, et je pense qu'il faut citer ici Tolkien. Puisqu'on a là, en 1910, donc 27 ans avant l'apparition du Hobbit, un prototype quasi parfait de ce qu'allait devenir la fantasy à la Tolkien. C'est-à-dire que en 1910, Tolkien a 20 ans, il a forcément lu Walter de la Mare, parce que Walter de la Mare est un poète extrêmement connu à l'époque, qui a écrit notamment le poème The Listener, qui est encore étudié aujourd'hui en Angleterre. Et on a là vraiment un prototype de ce qui va devenir la littérature de fantasy, la high fantasy que Tolkien va développer notamment dans le Hobbit. Donc trois petits singes, dont le plus petit, le plus frêle est le héros, comme le Hobbit, qui a en sa possession une pierre qui s'appelle en anglais The Wonderstone, et non pas l'Arkenstone de Tolkien, qu'on a traduit, enfin que Maxime Ledin, donc le traducteur, a traduit par Pierre Veilleuse, qui est une très belle traduction aussi, et qui va devoir à naviguer en fait au sein de cette forêt, perdre ses frères, perdre sa pierre veilleuse, la retrouver, et peut-être aboutir, je ne sais pas, je ne vous le dévoile pas à la fin, à une nouvelle contrée où il retrouvera éventuellement d'autres choses. Donc voilà, gros sujet pour moi, puisque gros titre à enjeu très important, que je veux vraiment mettre en avant, parce qu'il y a cette singularité, cet aspect très marquant aussi, un peu comme le Salammbô dont je développais tout à l'heure. En fait, j'ai lu ce titre en 2017, il m'a énormément marqué, et il m'a porté depuis 2017, et en fait, j'y reviens de temps en temps, et depuis que j'ai fait cette édition, je me suis surpris, c'est la première fois, à lire une de mes éditions. Et en fait, j'ai jamais fait ça. Je sais pas si un éditeur, lui, a déjà relu un de ces titres qui étaient parus. Moi, il se trouve que une fois qu'ils sont parus, je suis très content, je les feuillette, je les mets en avant, j'essaie de faire profiter les lecteurs de ça. J'en fais des citations, parce que voilà, je m'arrête sur un paragraphe ou deux. Là, je l'ai relu en entier. Il est paru en mars, et moi, je l'ai relu en avril en entier, parce que je sais pas pourquoi, il y a quelque chose de marquant dans cette œuvre-là qui m'a donné envie d'y revenir. Et donc, je vous invite à essayer de le découvrir en librairie. Donc je suis seul, évidemment, à la tête des éditions Kalidor, seul, mais ça veut dire que je travaille également avec des externes, que sont notamment les traducteurs d'une part, puisque j'ai pas le temps de développer ça tout seul, surtout j'ai pas le niveau, je pense aussi, c'est un vrai métier, c'est très, très complexe, et d'ailleurs je m'entoure des meilleurs traducteurs, notamment de Maxime Ledin pour Les Trois Malmougars, mais aussi de Patrick Marcel pour Le Serpent Ouroboros et Maîtresses et Maîtresses, qui font des travaux extraordinaires vraiment sur ces titres-là. Et je m'entoure également d'illustrateurs, parce que moi je ne sais pas du tout dessiner, malheureusement je ne maîtrise pas ça, c'est quelque chose qui est très frustrant pour moi, parce que je viens du milieu de la bande dessinée, du milieu du beau livre, etc., d'illustration, et pourtant je n'arrive pas à faire tenir un bonhomme bâton, donc c'est quand même dommage, mais voilà. Mais au-delà de ça, je suis en effet complètement seul au sein de cette structure, et c'est le milieu éditorial, donc un milieu culturel assez difficile, un peu exigeant, et surtout qui ne rapporte pas
grand-chose, voire pas du tout, mais c'est un métier passion. En fait, on nous vend ça notamment quand on est à l'université, où on nous dit, voilà, dès la L1, on vous prévient, hein, vous êtes en littérature, déjà vous êtes des gens originaux, bon très bien, soit, mais surtout vous vous dirigez vers un métier, parce que moi j'ai très vite développé cette appétence-là vers le milieu éditorial, où voilà, on n'est pas forcément richissime, voire très rarement en fait. Ce sont des groupes qui sont maintenus par des grands dirigeants et des actionnaires, et au-delà de ça, les petites mains en fait finalement que sont les assistants éditoriaux, les éditeurs, ne vont pas forcément être très rentables sur ça. Et d'autant plus quand on tient sa propre structure, sa propre maison d'édition, puisque là ce sont donc nos sous qu'on met en avant, et surtout arriver à une sorte d'équilibre, c'est très compliqué. C'est-à-dire que on est dans une économie du risque. Contrairement à beaucoup d'économies différentes où voilà, il y a une prestation, il faut la faire, on gagne de l'argent, etc. Là, on croit en un titre, on a envie de le développer, de le mettre en avant, on a beaucoup de frais à engager, etc. L'impression, la traduction, l'illustration. Et derrière, il peut très bien ne pas fonctionner. Donc c'est une économie de risque dans le sens où à la fin de l'année, on peut avoir un résultat complètement négatif. Il se trouve que Kalidor a réussi à pérenniser, à être pérenne jusqu'à 2023 en tout cas, parce que ce n'est pas mon métier. Dans le sens où je ne retire absolument rien de tout ça. C'est vraiment une passion que je développe, donc c'est ce que je disais au tout début, de façon nocturne, puisque je travaille la nuit, en fait, le soir et la nuit sur ces titres-là. Mais ça ne me rapporte rien du tout. Donc on est très loin de ce concept qui est éditeur, voilà, qui est dans son bureau immense avec un cigare et qui fait venir des auteurs en disant viens donc, allez, travaille, etc. C'est vraiment très loin de cette réalité-là. Je pense que ça a existé peut-être dans les années 70-80 où l'économie du livre était sensiblement différente. Aujourd'hui, on est dans une économie de surproduction, donc vraiment pas évidente. Et moi, j'ai conscience de participer aussi à cette surproduction en mettant en avant des auteurs du passé et non pas des auteurs modernes, etc. Mais voilà, il y a cette appétence de ma part, surtout cette volonté aussi de défendre un genre plus que des auteurs modernes. Mais oui, on est assez loin de cette idée de l'éditeur riche qui se fait de l'or sur le dos des auteurs. En tout cas, là, mes auteurs ne m'ont jamais rien dit. Et du coup, j'ai quand même développé cette idée d'un prix qui est, je pense, assez élevé, hein, il faut le reconnaître aussi. Les ouvrages collector que je mettais tout à l'heure en avant, donc Salammbô, il est à 39 € pour un titre qui fait 400 pages. Le Roi en jaune également à 35 € celui-ci, pour un titre qui fait 320 pages. Et tout ce qui est à genre de la fantasy, là pour le Serpent Robros, on est sur un titre qui fait 27 €. Donc j'ai conscience qu'aujourd'hui, on parle d'inflation, on parle d'économie compliquée en France, on soit sur des ouvrages assez chers, parce que voilà, c'est des ouvrages, des beaux livres, mais en même temps, en fait, il faut bien réaliser et comprendre que c'est un enjeu d'importance pour Kalidor, pour la survie de Kalidor d'une part, et aussi que, quelque part, je ne pense pas voler le lecteur, puisque je mets énormément d'argent dans la fabrication des livres, donc que ce soit la dorure, que ce soit l'impression, etc. Les illustrations, je pense qu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui ne font pas appel à des illustrateurs pour leur ouvrage, et puis dans la qualité intrinsèque de la traduction, du titre, etc. Et les paginations assez excessives, hein. On est sur 600 pages pour le Serpent Robros, on est sur 500 pages pour le Maîtresse des maîtresses, etc., qui est lui également à 27 €. Donc voilà, c'est des ouvrages, je pense qu'on peut dire qu'ils sont chers, hein, très clairement, mais je pense que quand on fait un comparatif avec d'autres maisons d'édition qui sortent des nouveautés à 25 €, qui font des paginations sensiblement équivalentes mais qui n'ont pas d'illustration intérieure, qui n'ont pas de dorure, qui n'ont pas une qualité d'impression évidente, enfin similaire on va dire, je pense qu'on est dans les clous de ce qui se pratique aujourd'hui dans le milieu de la librairie. Parmi les ouvrages que j'adorais ou j'aurais adoré éditer, il y avait Clark Ashton Smith. Clark Ashton Smith, qui est un auteur américain des pulps des années 20-30, qui a une œuvre de fantasy très atypique, que moi je trouve personnellement très supérieure à celle de Lovecraft. Il faut savoir que Ashton Smith, il était en fait avec Lovecraft à la même époque que Lovecraft et Robert Howard. Robert Howard, c'est le créateur de Conan, de Solomon Kane, d'Oberk McCorn, de beaucoup de personnages comme ça. Lovecraft, on ne le présente plus aujourd'hui évidemment. Et Clark Ashton Smith, lui, a fait le choix de développer non pas des personnages comme Robert Howard avait pu le faire, mais des univers et des continents. Et notamment, il a écrit
plusieurs nouvelles, donc à l'époque c'était les pulps, hein, donc c'était majoritairement des nouvelles, sur un continent qui s'appelle Zotique. Et Zotique, pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu. Et j'étais quelque part un peu déçu d'apprendre qu'un autre éditeur allait le faire en France, donc c'était en 2016, il me semble, ou 2017, c'était Mnemos. Et en fait, quand j'ai vu ce qu'ils en ont fait, je me suis dit, franchement, j'aurais jamais pu faire mieux. Ils ont offert au public français, aux lecteurs français, la meilleure version possible de Clark Ashton Smith qu'on puisse trouver, donc c'est parfait en fait. Et même moi, j'ai relu avec plaisir toutes les nouvelles qu'ils ont fait paraître dans leur ouvrage, et c'était un bonheur. Alors moi j'aurais adoré le faire moi-même, parce que un gros coup de cœur et qui m'a porté énormément à travers les éditions Néo, donc les éditions des années 80 d'époque, mais ils ont fait un super boulot. Sinon, parmi les autres auteurs, titres que j'aurais vraiment beaucoup aimé faire, il y a Poul Anderson, pour un titre en particulier qui s'appelle L'épée brisée. L'épée brisée, qui date de 1954, donc même année que l'apparition du premier tome de la communauté de l'anneau, ou de la fraternité de l'anneau de Tolkien. Et l'épée brisée, qui est un court roman de 250-300 pages, qui emprunte énormément à la mythologie scandinave, où en fait un personnage est enlevé par la communauté des fées et des elfes pour être changé par un autre, donc on appelle ça un changelin, et en fait on va suivre ses pérégrinations à travers le Grand Nord, et tout ce que ça comporte de fantaisie héroïque, évidemment, de fantaisie empruntée à la mythologie viking, et c'est un super roman qui a été, pareil, admirablement édité par Le Bélial, donc très très bien traduit également par Pierre-Paul Durastanti, donc là encore j'aurais pas pu faire mieux, quelque part. Mais c'est quelque chose que j'aurais vraiment beaucoup mettre au sein du catalogue Kalindor. Après on peut pas tout avoir évidemment, Robert Howard, j'en parlais tout à l'heure, Conan, Solomon Kane, voilà, c'est des titres, Elborak, enfin c'est des titres que j'aurais bien pu faire figurer au sein de ce catalogue. Mais il y a d'autres éditeurs qui s'intéressent à ces titres-là, et c'est très bien, et en fait ils en font bénéficier les lecteurs français, donc vraiment super bien. Brajlon a fait un travail de réédition très conséquent de tout ce qui est Fritz Leiber. Fritz Leiber qui a développé donc, son propre univers qui s'appelle Lankmar, avec donc ces deux personnages phares qui travaillent en binôme, et qui est aussi un super auteur. Donc voilà, il y a plein de petites œuvres quelque part, de gros auteurs aussi d'autre part, qui pourraient intégrer ce catalogue-là, mais qui sont déjà faits ailleurs et très bien faits, donc pas besoin de Kalindor pour cela. Parmi mes redécouvertes récentes, je pense que je vais citer en premier Arthur Machen. Arthur Machen, auteur de la fin du 19e et du début du 20e siècle, auteur britannique, qui a développé donc, toute une gamme de romans et de nouvelles, surtout des nouvelles, de fantastique terrifique. Et en fait, on est déjà, avec Arthur Machen, qui a une très très grosse influence sur Lovecraft notamment, sur une littérature de l'indicible, une littérature du non-dit, où en fait la terreur passe par le style, l'atmosphère également. Et moi je l'avais découvert au lycée et à l'université avec Le Grand Dieu Pan. Et là je suis en train de redécouvrir vraiment tout son univers avec des nouvelles que j'avais pas encore lues, comme le récit du Cachet Noir, qui a été une super découverte pour moi. Si bien que j'ai prévu une nouvelle édition avec ces nouvelles-là, du Grand Dieu Pan d'une part, mais aussi d'autres textes qui viennent de la fin du 19e siècle d'Arthur Machen, pour la fin d'année, dans une édition collector. Donc je vous en dis pas plus, mais ce sera forcément une édition illustrée, qui va mettre en avant cet auteur à travers une très très belle fabrication, et j'espère que ça va plaire, parce que c'est vraiment une littérature vraiment singulière, marquante, et qui fait époque évidemment, mais qui continue de fonctionner très très bien aujourd'hui, 125 ans plus tard. Et un grand merci surtout à Sci Fantasy de m'avoir accueilli pour cette interview, et puis on se retrouve fin mai du coup pour la parution du Fort intérieur de Stella Benson, dans une nouvelle édition augmentée et illustrée par Adobe For.